Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du roman de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. C'est une lecture que j'ai adorée, un roman qui m'a marquée et qui m'a fait voyager en Nouvelle-Zélande. Dans ce roman, on retrouve trois personnages principaux, Millie et Autumn. Autumn est la mère, Millie est la fille. Elles tiennent un camping, dans une région isolée de Nouvelle-Zélande. Arrive dans leur camping une jeune femme qui s'appelle Flore et qui a tout quitté, qui vient pour guérir, pour se reconstruire, essayer de trouver un nouveau souffle, et c'est auprès de ces deux femmes qu'elle va le trouver. Voilà, donc une lecture que je vous recommande vivement si vous avez envie en ce moment de voyage et d'évasion. Je vais maintenant vous lire un passage. J'ai choisi de vous lire le début du roman, donc l'arrivée de Flora en Nouvelle-Zélande et la rencontre avec ces deux femmes qui vont bouleverser sa vie. Hop. J'irai au bout du monde, tout au bout, là où je n'emmerderai plus personne. Vous ne me reverrez plus. Cette sentence, elle l'a répétée maintes fois, crachée avec dégoût, hurlée, menaçante, désespérée. Elle l'a murmurée aussi, doucement, comme une promesse. Le van avance, brinque-ballant, dans le faible crachin de cette journée. Le ciel est bas, opaque, ni gris, ni bleu. Le paysage lui a rappelé un instant la Bretagne, la lumière basse, les falaises surplombant la mer agitée, la bruine. Mais elle n'a jamais vu autant de vallons verdoyants en Bretagne, ni autant de moutons au kilomètre carré. Surtout, elle ne s'est jamais sentie aussi isolée, aussi exilée, aussi fragile. Ils ont traversé la dernière ville il y a 1 heure. Invercargill, une bourgade sans âme aux rues perpendiculaires, bordée de fermes et d'exploitations agricoles. Depuis, plus rien. Une route qui serpente, des vallons et des moutons par centaines, la mer et les falaises. « Je fais une année sabbatique ici », lui a confié le conducteur tout à l'heure en anglais, tandis qu'il la prenait en stop. Il a la vingtaine, sans la transpiration, mais ne semble pas s'en soucier le moins du monde. Il arbore un sourire insouciant et donc insupportable. À l'arrière du véhicule, les casseroles cognent contre les spatules, les portes de placard claquent dans le vide, les caisses de vêtements se promènent. Ça ne semble pas perturber le conducteur, qui continue de fredonner en anglais avec son accent reconnaissable. Un Allemand. « French » a-t-il demandé. Elle a secoué la tête. « I'm from St. Kitts and Nevis, small island. » Il a levé un sourcil, étonné. Il ne le connaît pas. Il n'ose pas l'avouer. Tant mieux. C'était bien le but. Ne pas entamer de conversation sur la France, Paris, le Moulin Rouge, les baguettes, le champagne, la Côte d'Azur. Ne pas entamer de conversation tout court. Il continue de sourire et elle de fixer la route. Le véhicule s'engage sur un chemin de terre qui fait tressauter le plancher, couiner la carlingue. Nid de poule sur nid de poule. Un cul-de-sac comme l'indique le GPS. Au bout, il n'y a rien. Ou si, la mer. Un terrain fouetté par le vent, niché au creux d'une baie. Quelques emplacements à peine délimités par une végétation sauvage. Un préfabriqué pour les quelques employés. Une pancarte, Mutunga o Teao, qui signifie en maori « bout du monde ». Le bout du monde, ce sont deux femmes dont les vêtements et les cheveux sont malmenés par les bourrasques. Elles se tiennent au bord du chemin caouteux, devant la pancarte qui annonce « Mutunga o Teao Campground », avec des symboles indiquant l'interdiction des chiens, même tenus en laisse, et la présence de sanitaires. Derrière elles, un bloc en béton de la plus grande simplicité, gris, rectangulaire. La plus charpentée des femmes a des cheveux coupés courts, au niveau des oreilles, rabattus sur l'arrière. Ils ont dû être blonds à une époque. Un blond qui rappelait la couleur des blés. Aujourd'hui, ils sont cendrés. Ils rappellent davantage la couleur du ciel grisâtre. Elles portent des vêtements pratiques et chauds. Pantalon de travail beige avec des poches. Bottes en caoutchouc. Sweat à capuche rouge passée. Écharpe râpeuse noire.
Son visage reflète la vie au grand air. Il est rugueux, hâle, marqué. Elle a un regard vif, un peu dur. Elle doit avoir la cinquantaine bien passée, mais son corps est resté tonique, svelte, sculpté par l'effort. Elle dégage quelque chose de fort, d'inébranlable. La seconde femme du bout du monde, 2 fois plus jeune que la première, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, à quelques différences près. Elle porte les mêmes vêtements pratiques et usés, un jean effiloché aux genoux, des bottes de pluie verte, un long pull aux grosses mailles qui lui couvre la moitié des cuisses. Mais ses cheveux sont blonds, un blond doré, miel d'acacia. Elle les a noués en un chignon défait. De nombreuses mèches s'en échappent, battues par le vent, et elle a un tic consistant à replacer les mèches éparses derrière ses oreilles. Elle le fait sans cesse, sans avoir l'air de s'en apercevoir. Son visage est hâlé lui aussi, c'est très régulier. Il s'en dégage à la fois une grande simplicité et une profonde franchise. Sa mâchoire carrée lui donne un aspect robuste, toutefois contrebalancé par ce grain de beauté sur la joue, à l'arête de sa narine gauche, qui vient révéler une certaine féminité latente. Elles attendent, plantées devant le panneau en bois. Elle fixe le van blanc en piteux état qui vient de s'arrêter à quelques mètres d'elle et dont s'apprête à sortir la jeune Française qui les a contactées quelques jours auparavant. Elles ont été assez surprises. Les Français, il y en a à l'appel chaque année. Les Blackpackers, comme elles les appellent, les locaux. Ils achètent des vannes avec plus de 200 000 km au compteur, sillonnent l'île du Sud pendant l'été, photographient, s'extasient, jurent. Puis dès que l'automne s'installe et que les températures chutent, ils décarpissent tous dans l'île du Nord, où le climat est plus doux, où ils trouveront une place dans les usines de conditionnement de kiwis ou de pommes pour se faire une santé financière avant de reprendre la route. Plus grand monde alors sur l'autre île, et encore moins chez elle, à l'extrême sud, le dernier bout de terre avant le pôle. À cette saison, il ne reste que les locaux et les animaux. Moutons, lions de mer, otaries, manchots. C'est la période qu'elle préfère. Le sentiment d'isolement y est total. Elles sont seules au monde, mère et fille, face aux éléments déchaînés. Dans l'habitacle, la jeune fille remercie son chauffeur, échange une poignée de main qui se veut amicale. « Peut-être qu'on se reverra à Dunedin, lui dit l'Allemand. C'est là-bas qu'il se rend. De ce qu'elle a compris, c'est la plus grande ville alentour. S'y trouvent des commerces, une université, il y règne une certaine effervescence. Il lui faudra encore 2h30 pour s'y rendre. Elle lui lance un sourire forcé, ouvre la portière et sort, aussitôt malmenée par le vent. Mère et fille sont surprises de découvrir la silhouette qui approche, ployant sous le vent et le poids d'un sac à dos de 80 litres. L'annonce précisait « travail physique en extérieur ». Elle s'entendait à une femme robuste, une habituée aux épaules larges et aux mains abîmées, pas ce petit bout de femme qui semble à 2 doigts de se faire emporter par une bourrasque. Elle est mince, gracile, ses chevilles paraissent trop fines pour ses baskets blanches. La mère craint qu'elle ne les perde. Tandis qu'elle avance, ses boucles brunes forment des tourbillons autour de son visage, un visage délicat et pâle en forme de cœur. La fille songe immédiatement à « joli cœur ». Il lui semble que c'est une expression française, mais elle ne sait pas ce qu'elle signifie. Elle se promet de se renseigner plus tard. Le van redémarre, dans un joyeux coup de klaxon, mais la jeune fille ne se retourne pas pour saluer son chauffeur. Elle paraît dérivée en pleine tempête. Il y a quelque chose de tourmenté et d'égaré sur ses traits. « Bonjour » lance la femme plus âgée en faisant un pas en avant. Elle lui tend la main. Sa poignée est franche, énergique, celle de sa fille plus mesurée. « Je suis Automne » ajoute la mère. La Française répond dans un anglais où chante son accent. « Automne comme la saison ?»« Oui. » On s'attend à la voir sourire, mais son visage, si gracieux soit-il, reste fermé, insondable. « Voici ma fille, Milly, poursuit Automne. Et toi, tu es ?»« Flore. » Elles essaient de le répéter à tour de rôle. Flore, flour, flar. Elle bute sur ce O, module la voyelle, 2, 3 fois, puis répète plus lentement. Flore. Comme ça ? Comme ça. Automne hoche la tête, satisfaite. Puis comme elle n'est pas femme à faire la conversation pour le plaisir, à flâner, se payer des mondanités, elle désigne d'un geste du menton le camping sauvage qui se dévoile derrière elle. J'ai choisi de faire une petite ellipse pour vous lire un autre passage
qui est assez significatif et qui permet un petit peu mieux de comprendre Flore et sa venue sur ce petit bout de monde. Il est à peine 17h, mais la nuit tombe déjà dans des lueurs bleu-gris. La baie s'efface progressivement. Mer et ciel se fondent l'un dans l'autre. Le sable et l'herbe se mêleront bientôt. Flore tourne le verrou de sa porte vitrée, lâche son sac à dos, se laisse tomber sur la banquette. Elle se frotte les yeux, la nuque, se masse le front. 37 heures d'avion, correspondance comprise, dont 2 heures de larmes d'acide qui ont fini par brûler ses joues. 4 renvois amers, courbés au-dessus de la cuvette des toilettes, en plein vol. À la fin, elle ne vomissait que de la bile. L'aéroport, enfin. Les quelques pas qui lui ont dégourdi les jambes, l'anglais des Néo-Zélandais qu'elle a eu du mal à comprendre avec ses E prononcés I. Puis un vol intérieur et ce fichu trajet en stop. Elle trouve un dernier sursaut d'énergie pour se lever, marcher en direction de la chambre du matelas nu. Elle n'a pas demandé de drap ni de couverture. Peu importe. Allongée à même le matelas, toujours vêtue, toujours chaussée, elle tente de dormir, mais impossible. Quelles étaient les dernières paroles qu'elle lui a lancées déjà ? Va crever. Oui, c'est ça. Va crever. Idiot qu'il est, il l'a prise au mot. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, que cette découverte aussi, que cela vous aura donné envie de découvrir ce magnifique roman. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Vous pouvez me retrouver également sur TikTok et sur Instagram, voilà, sous le nom Mon Petit Monde Littéraire. À bientôt!